Au moins 129 personnes sont mortes, dont 24 par balle, selon le ministre de l'Intérieur. C'est le premier bilan officiel des autorités congolaises à la suite de la tentative d'évasion qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin au premier jour d'une visite de 4 jours en Chine. Ceci à l'occasion du sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Tentative d'évasion dans la nuit de dimanche à lundi dans la prison de Makala, la plus grande en République démocratique du Congo. Le bilan officiel provisoire annoncé par le ministre de l'Intérieur fait état de 129 morts, dont 24 par balle. Suivez. Alors que de nombreux coups de feu ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi, la prison centrale de Makala, les autorités parlent d'une tentative d'évasion maîtrisée par l'armée et la police, mais les premiers chiffres commencent à apparaître et le bilan humain s'avère très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, le bilan s'élève actuellement à 120 morts, dont 24 tués par balle après sommation. Il a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement selon ses déclarations. Il faut également noter dans ce bilan tragique le viol de plusieurs femmes détenues. En outre, 59 blessés ont été répertoriés. Sur le plan matériel, les dégâts sont aussi importants. Le bâtiment administratif a été réduit en cendres, de même que ceux du greffe, de l'infirmerie et le dépôt de vivres. Les enquêtes se poursuivent, a indiqué le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, soulignant la nécessité de rigueur et d'indépendance dans ces investigations, un point également soutenu par la société civile. Du côté des responsables politiques, l'indignation est forte. L'opposant Martin Fayulu a condamné, selon ses mots, l'assassinat brutal des prisonniers à la prison de Makala. Il exige que toute la lumière soit faite sur ces événements et que les responsables soient traduits en justice. Pékin accueille à partir du mercredi 4 septembre le Forum de coopération sino-africaine FOCAC. Mais de nombreuses délégations sont déjà arrivées sur place avec un peu d'avance. Le président chinois Xi Jinping a donc déjà organisé des rencontres avec certains de ses homologues comme William Ruto, le président kenyan, et Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. C'est avec William Ruto, le président kenyan, que Xi Jinping s'est longuement entretenu. Les deux chefs d'État ont mis l'accent sur 3 domaines clés, la sauvegarde de la souveraineté nationale et en explorant de manière indépendante des voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales. Deuxièmement, défendre l'intégrité et l'innovation en alliant l'initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine sur la vision 2030 du Kenya, en créant un centre interconnecté et un corridor de développement industriel en Afrique de l'Est et en renforçant la coopération dans les domaines de l'économie numérique, des nouvelles énergies, du commerce, de la lutte contre la pauvreté et de l'agriculture. Et enfin, ils ont souligné vouloir améliorer la coordination sur les questions internationales et régionales en sauvegardant conjointement les intérêts communs du Sud global et en promouvant la paix et la stabilité régionale. Lundi 2 septembre, Xi Jinping avait déjà bien lancé sa semaine en rencontrant une série d'homologues. C'est l'entretien avec Cyril Ramaphosa qui a marqué la journée. Le président sud-africain a tenu à évoquer la nécessité de remédier au déséquilibre commercial entre les deux pays et a appelé à des investissements plus durables qui créeraient des emplois et soutiendraient la reprise économique du pays. Le président chinois s'est également entretenu avec le président de transition malien afin de parler de coopération sur l'agriculture, l'énergie et les mines, ainsi qu'à la sécurité. Assimi Goïta espère davantage consolider son amitié avec Pékin et n'a pas hésité à souligner qu'il n'y avait qu'une seule Chine dans le monde et que son pays adhérait fermement à ce principe. Ce 9e forum sur la coopération sino-africaine va aussi aborder le rôle de la Chine en tant que principal bailleur de fonds de l'Afrique où de nombreux pays sont aux prises avec un endettement croissant.
Le président russe Vladimir Poutine rencontre son homologue mongol Ugnadin Khurelsukh à Ulan-Bator. Première visite de Poutine à un pays membre de la Cour pénale internationale depuis que celle-ci a émis un mandat d'arrêt à son encontre l'année dernière. Uniforme de parade rouge-bleu, sabre au clair scintillant dans la nuit. C'est par une véritable aide d'honneur que Vladimir Poutine a été accueilli à sa descente d'avion à même le tarmac. Il a ensuite réussi à regagner son limousine qui a quitté l'aéroport d'Ulan-Bator accompagné d'une bonne escorte de moto de police. Il a ensuite été accueilli dans l'après-midi par son homologue mongol Ugnadin Khurelsukh sur l'imposante place Gengis Khan d'Ulan-Bator lors d'une fastueuse cérémonie en présence des délégations des deux pays. Une fanfare a interprété des airs militaires et les hymnes nationaux russes et mongols devant les deux dirigeants, debout près des soldats mongols en tenue traditionnelle. Les autorités mongoles n'ont donc pas arrêté le président russe en dépit du mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale. Son déplacement apparaît comme un acte de défiance envers la CPI, l'Ukraine en guerre, ainsi que de nombreux pays occidentaux et d'organisations de défense des droits humains qui ont demandé son arrestation. Pour la première fois depuis l'émission du mandat, le président russe a posé le pied dans un pays signataire du traité de Rome. Les enquêtes appuyées de Kiev, de l'Union européenne ou d'ONG comme Human Rights Watch n'auront donc pas eu l'effet escompté. Il faut dire que Vladimir Poutine a répondu à une invitation de son homologue mongol qui ne voit pas inviter le président russe pour l'arrêter ensuite. Moscou avait d'ailleurs souligné ne pas s'inquiéter d'une éventuelle arrestation en vertu des liens d'amitié qui unissent les deux pays. Ce qui veut dire que le Kremlin a certainement obtenu des garanties préalables. 11 personnes ont été tuées dans les inondations et les glissements de terrain causés par la tempête. Les habitants pataugent dans les eaux de crue et des débris après que la tempête tropicale Yagi a déversé de fortes pluies sur les Philippines pour la deuxième journée consécutive. La tempête tropicale Yagi qui souffle sur les Philippines depuis dimanche, provoquant des inondations et glissements de terrain, a fait 11 morts, a annoncé lundi 2 septembre le gouvernement. Par mesure de précaution, les écoles et les bureaux administratifs de la capitale Manille ont été fermés pour la journée et les transports en ferry dans les régions affectées ont été suspendus, tandis que 29 vols intérieurs ont été annulés en raison du mauvais temps. 3 personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées dans un glissement de terrain lundi à Antipolo, près de la capitale, a déclaré à l'agence France Presse Réli Bonifacio, un porte-parole de la ville. Les corps de 4 autres personnes, toutes victimes de noyades, ont été retrouvés lundi dans 3 autres zones de cette localité, après que des cours d'eau sont sortis de leur lit, a-t-il déclaré. Dans la ville de Naga, dans l'est du pays, l'une des plus fortement touchées par la tempête, un homme a été électrocuté en raison de la montée des eaux. Une petite fille s'est noyée, selon les secouristes. Plus de 300 personnes ont été évacuées lundi en attendant que les eaux des crues baissent dans cette ville de 210 000 habitants. 2 glissements de terrain ont tué 2 personnes et endommagé 5 maisons dans la ville de Cebu, au centre de l'archipel, dimanche, a précisé à l'AFP le bureau local des catastrophes. La tempête a aussi frappé la municipalité de Gasiguran, au nord-est de Manille, lundi après-midi, avec des vents soutenus de 85 km/h, a déclaré le service météorologique dans un nouveau bulletin. Elle devrait traverser le nord de Luzon pendant la nuit de lundi à mardi, avant de s'éloigner en mer de Chine méridionale mardi matin, selon les prévisions. Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet contre Nicolás Maduro, est visé depuis ce lundi 2 septembre par un mandat d'arrêt de la justice vénézuélienne. Le parquet affirme avoir obtenu l'ordre d'arrestation pour de graves crimes de la part d'un tribunal compétent en terrorisme, selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Edmundo González Urrutia, 75 ans, ne s'est pas rendu à 3 convocations de la justice, la dernière vendredi, qui voulait l'entendre au sujet du site internet de l'opposition qui le donne vainqueur de la présidentielle.
Le parquet avait ouvert début août une enquête contre Edmundo González et la chef de l'opposition Maria Corina Machado pour usurpation de fonctions, diffusion des fausses informations, incitation à la désobéissance aux lois, incitation à l'insurrection, association des malfaiteurs. Pour justifier ses absences, Edmundo González, qui n'a pas été vu en public depuis le 30 juillet, a dit craindre une justice sans garantie d'indépendance et le procureur général Tarek William Saab, qu'il accuse de se comporter comme un accusateur politique. Le président socialiste Nicolás Maduro, dont la victoire a été validée par la Cour suprême, a été proclamé vainqueur avec 52% des voix par le Conseil national électoral qui n'a pas rendu public le procès-verbaux des bureaux de vote, se disant victime d'un piratage informatique. Une telle attaque est jugée peu crédible par l'opposition et de nombreux observateurs qui y voient une manœuvre du pouvoir pour éviter de divulguer le décompte exact. Selon l'opposition qui a publié les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs, Edmundo González a obtenu plus de 60% des voix. Après l'annonce de la réélection de Nicolás Maduro, des manifestations spontanées ont fait 27 morts et 192 blessés, tandis que quelques 2400 personnes ont été arrêtées des sources officielles. Une grande partie de la communauté internationale, États-Unis en tête, ne reconnaît pas la réélection de Nicolás Maduro. L'opposition a dit ne pas vouloir abandonner la rue. Par cette dernière information, nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau journal de l'International. Très bonne suite de programme sur Chart Info TV, votre chaîne d'information.